Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille Merlet. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Oui, surtout merci de m'avoir invitée. C'est un grand honneur. Je suis très touchée. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ça fait longtemps que tu m'as été recommandée, Camille. C'était sur Twitter. Je retrouverai le nom de la personne qui t'a recommandée à la maison. Mais voilà, ça fait très longtemps. Et puis, je viens pas assez souvent à Marseille, même si je viens déjà souvent à Marseille et de fil en aiguille. Donc voilà, je suis très contente de te recevoir. Raconte-moi, Camille, comment et pourquoi tu es devenue avocate. La personne qui m'a recommandée, c'est Valérie Olèche. Ok. Oui. Merci de t'en souvenir pour moi. Je crois que tu me l'as précisé dans le mail quand tu m'as écrit. Oui, Valérie Olèche, j'étais à la fac avec elle et elle a participé aussi à ma vie. Quand j'étais étudiante, on se croise moins parce que elle habite loin. C'est quelqu'un de très cher et aujourd'hui, elle est juriste et ça m'a très touchée quand elle m'a recommandée. Vraiment. Pourquoi avocat ? Moi, c'était pas une vocation. Quand j'étais enfant, je voulais pas spécialement être avocate du tout. C'était pas, j'avais pas la défense cheville au corps. Je m'imaginais pas du tout être avocate. Non, mon père me voyait plutôt médecin. Bon, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que être une notable, c'était quelque chose d'important pour lui. En tout cas, je me rappelle qu'il m'avait dit ça. Il m'avait dit, mais non, mais toi, tu seras médecin. Mais bon, pour être médecin, on nous rabâche qu'il faut vraiment, faut travailler très dur, il faut être le meilleur, etc. Et moi, j'avais pas confiance en moi du tout. Au lycée, non, j'avais pas du tout confiance et je me suis dit, mais jamais, je vais jamais arriver. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai toujours eu des bons résultats, mais je ne savais pas. C'est ma prof de philosophie en terminale qui m'a dit, mais je te vois trop faire du droit. Bon. D'accord. Alors, je me suis inscrite en droit. T'as fait partie de ces gens qui se sont inscrits en droit comme ça, sans trop savoir à quoi ça allait correspondre. Non, je savais pas. Mais c'était une super prof de philo, par contre. J'avais accroché, adhéré à son style, etc. Donc, je lui ai fait confiance. Et en fait, instantanément, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. C'était vraiment, pour moi, tout était logique. Le syllogisme juridique, tout a été très, très fluide. Mais encore une fois, à la fin donc du cursus, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que j'avais pas encore assez confiance en moi encore, et je me suis dit non, mais avocat c'est trop dur, j'y arriverai pas. Donc à la fin de mes études, j'ai été embauchée dans une étude d'huissier de justice et je me suis occupée de recouvrement de créances, notamment toujours côté entreprise. J'ai fait ça pendant 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Et j'avais été embauchée à Paris. C'est toi qui as cherché ce travail ? Pas vraiment, ça m'est venu un petit peu comme ça. J'ai vu une annonce, on m'a proposé, je savais pas trop quoi faire à la fin du master. Et j'ai dit, pourquoi pas. En plus, j'avais envie d'une expérience parisienne. Et c'était à Paris. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance à Moustier-Sainte-Marie, dans les gorges du Verdon. Un petit village de 600 habitants. Pour moi, la capitale, avoir cette opportunité, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'y suis allée. Et en fait, je me suis ennuyée à mourir. C'était vraiment... Non, C'était quoi ton quotidien ? Non, c'était pas fait pour moi, en tout cas, du tout. Et mon quotidien, c'était... Intellectuellement, je trouvais que c'était pas très satisfaisant. Et puis, on était toujours en bout de course. On n'était pas là dans l'élaboration du plan, de comment récupérer la créance. Enfin, voilà, on pouvait pas soulever d'arguments, rien. Au final, on était des exécutants. Alors oui, il y a une certaine stratégie dans le recouvrement. Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Est-ce qu'on va nantir des parts ? Est-ce qu'on va... Voilà, il y a quand même des choses qui étaient intéressantes, mais je trouvais qu'on en faisait vite le tour. Surtout que moi, à l'époque, j'étais juriste, donc j'avais aucun titre pour faire quoi que ce soit, et d'autres, en fait, en tout cas, et
je voyais pas trop de perspectives. J'ai regardé quel poste il pourrait y avoir d'intéressant et dans le sud, parce qu'il fallait que je rentre chez moi quand même. Tu viens de Marseille ? Non, je viens pas de Marseille. Moi, je suis née à Meaux, en région parisienne, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance dans les Gorges du Verdon. Ouais, okay. Ouais. Donc, c'est pour moi... C'est là ton lieu de là où tu as grandi, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est là où je fixe mes racines. C'est chez moi. Quand je dis c'est chez moi, c'est les Alpes de Haute-Provence. C'est vraiment c'est là où je suis vraiment très attachée. Donc c'était bien cette expérience parisienne, mais ça m'a quand même broyée. Déjà j'étais jeune et puis pourtant j'avais vraiment de la chance parce que j'étais intramuros. J'avais pas un million de changements à faire. Non, c'était bien quand même, mais je m'y sentais pas bien. C'était pas fait pour moi. Vraiment, et puis la lumière, la luminosité, c'était quelque chose. Je pouvais pas. Alors je me rappelle très bien parce que ma mère était venue nous voir et on est monté en haut de la tour Montparnasse. Et là, j'ai vu une espèce de nuage gris. J'ai dit, ah non, mais en fait, on vit là-dessous. Et j'ai dit, non, mais il faut que je rentre chez moi. En fait, il faut vraiment que je rentre chez moi. C'est pas possible. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y a comme poste intéressant dans le Sud. En tant que juriste, pas grand-chose. D'intéressant, en tout cas, qui pouvait me convenir. Moi, je l'ai pas trouvé. Mais par contre, il y avait plein d'offres de collaboration libérale avocat. Donc, je me suis dit, bon, allez, cette fois, c'est bon. Tu as grandi, tu es forte et tu y vas. Et c'est surtout, j'ai été aidée par quelqu'un qui m'est très cher. C'est Dominique Attias-Jose, qui a une maison à Moustier-Sainte-Marie. Quand j'ai fait mes études, j'étais serveuse dans un restaurant et il venait souvent y déjeuner ou dîner. Et il savait que j'étais en études de droit. Alors souvent, il me posait des questions en plein service, il fallait que je réponde. Enfin bon, c'est très sympa. Et la petite interro surprise du régime des obligations. Exactement, c'est ça. Et bon, j'avais quand même bien sympathisé. Enfin, ils m'avaient pris un peu sous leurs ailes à ce moment-là. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, donc que Dominique m'a dit, mais bien sûr, tu vas y arriver. Enfin, c'est obligé. Vas-y, fonce. Bon, donc je me suis inscrite dernier CRPA parce que quand j'ai pris ma décision, donc je me suis inscrite à Cergy-Pontoise. C'était le seul endroit où ils acceptaient encore ma candidature. Et donc j'ai préparé l'IEJ. Je crois que j'ai eu tellement peur que je crois que j'ai trop travaillé, vraiment. Et oui, parce que pour moi c'était vraiment une question de survie. Il fallait que je fasse quelque chose et j'avais aussi beaucoup de choses à me prouver. À toi-même, ouais. Oui, beaucoup. Et je me revois encore ce jour de novembre. J'arrive sur le tableau, je vois admise et en plus admise avec 16,25. Wow. C'est pour ça que je dis j'ai trop travaillé, j'ai eu tellement peur. Mais je pense que cette expérience aussi, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de grandir et donc puis de voir plus grand aussi. Oui, c'est ça. Oui. Oui, je sais pas pourquoi je m'étais mis des barrières. Mais t'étais jeune, non ? T'as tout enchaîné. Oui, finalement, t'as fini tes études de droit, t'avais 23 ans. Oui, c'est ça. T'as commencé à travailler à cet âge-là. Exactement. T'es pas là, alors avec un caractère, je pense, très différent du tien, mais tu vois, j'ai interviewé une avocate à Strasbourg qui s'appelle Bahar Seviz. Oui. Alors qui, elle, je pense, a pas eu de problème de confiance en elle particulier, tu vois, c'était pas la raison. Mais effectivement, en fait, elle a vite eu l'opportunité de travailler, puis tu vois, en études, en cabinet d'expertise comptable, et puis voilà, et puis ensuite d'autres choses. Et elle est arrivée avocate après, mais tu vois, il y a aussi eu ces 2 ans où elle a travaillé comme juriste avant de se dire non mais en fait je veux plus, je veux autre chose, et ça s'est fait comme ça, et je pense que c'est bien aussi ces cheminements. Oui, c'est très bien. De toute façon, pour moi, je pense que c'était essentiel. Je pense que effectivement, certainement que je l'aurais peut-être pas eu parce que un manque de confiance en soi, et en fait, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi-même, mais je me suis rendu compte que j'avais souvent besoin plus jeune en tout cas, de me tromper. Il a fallu que je me trompe plusieurs fois. Je pense que depuis toute petite, il y avait une espèce de pression comme ça,
mes parents m'ont mis ou que je me suis mis moi-même toute seule aussi, hein, c'est très certainement. Et en fait, la peur de l'échec, c'était quelque chose qui m'a, je pense, paralysée. Et je pense que j'ai eu besoin de me tromper plusieurs fois pour enfin arriver à ce que je veux, en fait. Ouais, oui. Donc, tu t'es trompée quand tu as commencé à travailler si tôt dans cette étude d'huissier en pensant que ça allait te correspondre. Oui. Quand est-ce que tu t'es trompée ? Je dirais vraiment 2 fois où je me suis trompée. Donc, c'est celle-là où j'ai travaillé trop tôt et où j'ai pas eu assez confiance en moi. Et la deuxième fois où je me suis trompée, c'est peut-être que... Alors là, c'est très personnel. On n'est pas obligé d'en parler si tu préfères pas. Comment dire ça ? C'est-à-dire qu'à 30 ans, j'ai rencontré quelqu'un et on a vite eu un enfant, peut-être trop vite, sans peut-être pas assez se connaître. Et en fait, ça, c'est je me suis trompée, on s'est trompé. Et ça fait partie des choses aussi qui m'ont forgée. Et je dirais que c'est à partir de cette deuxième fois où je me suis pris quand même une claque, où je suis allée faire une psychanalyse. Et où j'ai vraiment pu réfléchir et où j'ai pu dire, oui, en fait, voilà, la peur de l'échec, c'était vraiment quelque chose qui me paralysait. Ça arrive, et on a le droit de se tromper. Et en fait, j'ai vraiment dû déculpabiliser sur le fait, ouais, je me suis trompée. Mais en même temps, je me suis trompée et en même temps, j'ai un petit garçon qui s'appelle Gaspard qui est merveilleux. Donc. Et qui aime beaucoup les pâtes. Comment ? Et qui aime beaucoup les pâtes. Et qui aime beaucoup les pâtes. Exactement. Donc en fait, de chaque erreur est né quelque chose de grand et donc voilà. Donc en fait, ça m'a vraiment permis d'aller consulter cette psychanalyse qui est vraiment que je vois encore aujourd'hui, hein, parce que forcément on se remet toujours en question. Et puis oui, enfin en tout cas moi je me remets toujours en question et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc voilà, mais les 2 fois où je me suis trompée, ce sont celles-là et ça m'a aidée. Et donc tu as cette très bonne note au moment où tu es admise à l'école des avocats et ça te fait du bien. Ah oui, ouais. Ah ouais, bah oui. Là, En termes de regard sur toi-même. Ah bah oui, oui. Vraiment, ça m'a vraiment confortée dans le fait que je suis capable. Oui. Et l'école des avocats, tu l'as faite dans le sud ? Non, du coup, j'ai fait à l'EDAC. Parce que moi, au départ, je voulais vraiment... j'étais plus axée conseil, droit des entreprises. Et l'EDAC était à l'époque assez réputé pour ça. Donc, je me suis dit, de toute façon, il me reste plus que 18 mois et après, c'est terminé. Oui, donc tu voulais profiter de ce que l'EDAC avait à offrir en termes de programmes. Exactement. Enfin, voilà, des types d'enseignements qui étaient axés dans cette école, mais tu le faisais quand même dans la perspective de rentrer dans le sud après. Oui. Et comment ça s'est passé ? L'école ? Ouais. C'est dur, hein, l'école. 18 mois, c'est long, c'est très long. J'ai trouvé que c'était interminable. J'ai trouvé qu'on avait quand même des cours où c'était des audits. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de travailler, d'être enfin avocat. Bon, alors là, en plus, tu sortais de 2 ans où tu avais eu les mains dans le cambouis, quoi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et à l'EDAC, c'est aussi pour ça que je l'avais choisi, c'est parce qu'on pouvait faire quand moi j'y étais, en tout cas, on pouvait les cours faire en alternance. Donc, il y avait une semaine de cours et une semaine de stage. Et ça, c'était très bien. Et c'est Dominique Attias qui m'avait pris en stage. Donc, c'était génial. Elle fait du droit des affaires, Dominique Attias ? Non, mais donc elle fait du droit. Elle a plusieurs cordes. Elle fait surtout du droit pénal des mineurs. Oui, c'est ce dont je me souvenais. Ouais. Mais à son cabinet, ils font aussi du droit immobilier et son mari fait du droit fiscal et douanier. Donc il y avait une partie, il y a quand même une partie droit des affaires. Voilà. Non, moi je ne faisais pas du droit pénal des mineurs, ça j'en étais complètement incompétente. Mais donc tu as plutôt travaillé sur l'immobilier et la fiscalité et les douanes. Tout à fait, avec au sein du cabinet. Ouais. Oui. C'est ça. Et tu as fait chez eux ton alternance et ton stage final ? Non, j'ai fait l'alternance seulement. Après, j'ai donc le PPI, j'ai refait un peu ce que j'avais fait. C'était très long. C'était pas... Enfin, c'est ça, en tout cas, je sais pas trop
Je me souviens que c'était long. En fait, c'est exactement ça. Je me souviens que c'était long, mal payé et interminable. Ouais. Non, c'est fou. Non. Et puis quand on a réussi l'examen, on pouvait être avocat. Bon, et puis j'avais pas envie de retomber juriste en fait, parce que c'est un peu ça. C'est que du coup, les entreprises, elles nous prennent pour faire du travail de juriste. Bon, non, c'est bon. Donc oui, je me souviens que de ça. Et j'ai fait mon stage final au cabinet Confino où on faisait beaucoup de beaux commerciaux et droit des affaires aussi, mais surtout beaux commerciaux. Et enfin, après, j'ai pu rentrer chez moi. J'ai commencé. Au début, j'ai trouvé donc une collaboration à Aix-en-Provence chez Kadji. Oui. Ça a été très formateur, vraiment très très formateur. À l'époque, je trouvais qu'ils avaient donc c'était déjà la taille d'un cabinet je venais de Paris, donc je trouvais que c'était une taille de cabinet qui était quand même assez importante pour la province. Ça n'a rien à voir avec les cabinets parisiens en termes de taille, mais c'était quand même déjà très structuré, etc. J'avais beaucoup apprécié aussi. On faisait des réunions dans la cuisine. En tout cas, je sais pas. Je trouvais qu'il y avait une ambiance qui ressemblait à l'époque à Google, et je trouvais ça. C'était assez innovant à l'époque. Il y avait pas vraiment. On n'était pas autant dans la recherche de la satisfaction du collaborateur qu'aujourd'hui. Donc vraiment, ça m'a plu. Et après, je suis tombée enceinte. Et là, donc ça, c'est le moment où tu as eu Gaspard, c'est ça? Oui, j'ai eu Gaspard. Oui, j'ai qu'un petit garçon. Et après, c'est vrai que au départ, j'ai quand même eu un peu du mal à faire face à tout. Parce que je crois qu'on n'est jamais préparé à l'arrivée d'un enfant. C'est tellement d'amour et tellement de contraintes en même temps. C'est tout qui s'entrechoque. Il faut retrouver sa place. Il faut retrouver sa place en tant que femme. Il faut retrouver sa place en tant que professionnelle. Enfin, vraiment, c'est un tsunami, un vrai tsunami. Et j'ai une amie qui était collaboratrice aussi là-bas, et qui venait de monter son cabinet. Elle avait été maman juste un peu avant moi. Et elle m'a dit, je sais ce que tu vis, viens chez moi. Tu seras bien. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, je l'ai suivie. T'as eu l'impression que c'était le rythme chez Kadji qui te permet pas d'avoir de reprendre une place qui te permette d'entre guillemets de concilier les choses? Oui, alors je pense pas que ce soit en soi le cabinet, c'était pas ça, mais c'est vrai que c'est trop d'hormones, je pense. C'est trop de choses et c'est vrai que je pense que c'est la même chose que retrouver sa place dans le couple, etc. Faut retrouver sa place dans un cabinet, etc. C'est pas évident. C'est pas évident, et puis c'est pas non plus au cabinet de pâtir de ce pédalage un peu comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de retrouver sa place. Voilà, la vie c'est pas tout noir tout blanc, c'est non, mais bien sûr. Alors je cherche pas du tout à pointer du doigt. Enfin, c'est pas une histoire de name and shame de Kadji, parce que en plus, j'ai beaucoup d'affection pour Anne-Laure Dufaux, donc que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui, je pense, est hyper passionnée par ce qu'elle fait. Donc, non, c'est plus. Je trouve ça intéressant ce que tu dis du côté de retrouver sa place. Et j'ai diffusé la semaine dernière l'interview de Sandrine Benaroya à Paris du cabinet Fairway, et elle explique qu'à un moment, pour grandir, elle a dû quitter le cabinet où elle a démarré. Parce qu'en fait, elle disait, c'est plus facile c'est plus facile en fait de démarrer dans un endroit nouveau, de se faire une nouvelle image dans un nouvel endroit. Tu vois, il y avait ce côté, et ça me fait un petit peu penser à ça, ce que tu me dis, c'est-à-dire que finalement, ça peut être tellement difficile de retrouver une place ou de faire évoluer une place quand on a changé dans un endroit qui, lui, a continué à vivre, alors qui a évolué aussi, mais tu vois, comme une organisation, quoi.
Et j'imagine que doit y avoir quelque chose de plus simple dans le côté, je commence quelque chose de nouveau et du coup, je vais tout de suite faire différemment, mais dans un espace vierge, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ils nous ont connus avec une certaine image, avec une certaine organisation dans le travail, etc., qui va passer par une petite zone de turbulence. Et ça va peut-être revenir, mais et effectivement, on revient, on n'a peut-être plus les mêmes conditions, on veut peut-être plus les mêmes conditions non plus, et c'est compliqué. Et même, je trouve que c'est très compliqué de l'exprimer à ce moment-là, parce que vraiment, je pense qu'on change vraiment à ce moment-là, et puis on est encore dans l'émotion. C'est ce que je disais quand je disais on est encore dans les hormones, mais c'est pas totalement faux. C'est vraiment ça. C'est cette zone de turbulence qui fait que c'est peut-être plus simple de commencer ailleurs, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Et comment ça s'est passé justement dans ce cabinet avec cette amie et ancienne collaboratrice de Kadji aussi? Oui, ça s'est très bien passé. Ça a été, ça n'a pas été très long. Je dirais combien de temps je suis restée? Je suis restée 1 an, un petit peu plus, mais au fur et à mesure, elle m'a quand même donné des ailes dans le sens où elle m'a. Alors déjà, c'était à Marseille, alors qu'avant j'étais à Aix. Et elle m'a laissé beaucoup plus. C'est peut-être certainement moi, mais j'ai été plus libre. Déjà, j'ai pu prendre le temps de réorganiser ma vie. J'ai eu le temps de me séparer, d'organiser ma séparation, et j'ai eu le temps aussi de me sentir plus libre et de développer aussi ma clientèle personnelle. Oui. Ça, c'est... Oui. Donc, finalement, chez Kadji, tu y es resté quoi, 3-4 ans, 4-5 ans? Non, moins. J'y suis restée pas tout à fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Donc, un tout petit peu après 30 ans, tu les quittes pour rejoindre cette avocate. Oui. Et là, tu rentres dans une démarche de plus de développement de ta clientèle personnelle, c'est ça? Oui. En droit des affaires? Oui. Ouais. Oui. Et c'est parce que ça a pris son essor, cette clientèle personnelle, que cette collaboration n'a pas duré très longtemps, justement? Oui. Après, quand elle m'a fait venir, c'était temporaire. Enfin, c'était pensé comme ça. Oui, c'était pensé comme ça. C'était temporaire parce qu'elle aussi, justement, venait d'être maman aussi, donc c'était pour l'épauler. Okay. Et oui, c'était pensé comme étant temporaire, exactement. Voilà, donc je suis très contente parce que ça a été la bonne transition pour toi. Oui, ça a été la bonne transition. Toujours une amie, d'ailleurs. Et oui, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a permis quand même de réorganiser tout ce bazar dans ma vie, c'était temporaire. Je le savais que j'allais tout réorganiser, mais c'est vrai qu'elle m'a laissé le temps, et ça c'est très appréciable parce que pas tout le monde qui laisse le temps. Quand on est avocat, c'est vrai qu'on court après le temps et on laisse au final peu de temps. Alors que avoir un enfant ou avoir un autre bouleversement dans sa vie, après on a besoin de temps, c'est comme ça. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place au cabinet. On a une collaboratrice qui a accouché en mars. Elle est revenue et c'est vrai qu'on a eu une discussion avec elle, pour lui dire mais ça va aller. Comment vous avez... justement, parce que on reviendra sur la construction de Constance Avocat, mais aujourd'hui, vous êtes 5, c'est ça? Alors, on est 2 associés. Ouais. Donc, mon associée, Adeline Pourcin, qui fait essentiellement du judiciaire. Beaucoup de droit de la famille et succession. Oui. Elle a sa collaboratrice, Florence Russo, et elle a une élève avocat, qu'on aimerait bien qu'elle reste, mais c'est pas sûr. On lui laisse le temps de finir le CAPA. Et après, donc avec moi, j'ai Anouche Cambourian qui fait où on est tous les deux à faire droit des affaires. Et
on a une assistante qui vient, mais qui est en freelance de temps en temps pour nous aider. Oui. Donc, c'est la collaboratrice de ton associé qui vient d'avoir un enfant. Oui. Et comment est-ce que vous avez appréhendé... Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes une petite structure. Oui, on est une petite structure. Donc, la capacité... Enfin, quand quelqu'un s'absente, c'est une charge pour vous qui est importante. Oui. Comment est-ce que vous, comme petite structure, est-ce que vous êtes organisé autour de ça? Comment est-ce que vous avez géré, entre guillemets, et son départ en congé maternité et son retour avec ta volonté, et j'imagine votre volonté commune, que pour que ça se passe bien, quel est le temps de reprendre dans des conditions qui lui permettent de réaménager sa vie, on va dire. Comment est-ce que vous avez fait? Alors, déjà, on a eu très peur parce qu'en fait, Adeline, mon associée, nous a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. 2 grossesses en même temps. Et Florence, en fait, donc, quand elle nous l'a annoncé, on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, le terme était à 1 mois d'écart. Okay. Donc là, on se dit, waouh, mais comment on va faire? Il y a la moitié du cabinet qui ne va pas être là. Et donc, on a vraiment repensé. C'est pas facile et je suis pas arrivée à tout ce qu'on aurait dû faire, mais vraiment en amont. Heureusement que Florence nous l'a dit d'ailleurs très en avance, parce que ça nous a permis de vraiment bien nous organiser. On a réorganisé vraiment tout notre cloud, toute la façon dont on allait noter les appels. Enfin, ce sont des petites choses, mais vraiment dans l'organisation, que ce soit très fluide, très très fluide. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit on va prendre une élève avocat aussi en plus pour nous aider. Et voilà. Donc attends, donc il y a eu tout ce travail de on remet à plat notre organisation pour enlever toutes les zones de friction possibles et que le partage du savoir puisse être le plus efficace possible. Donc ça a été donc un cloud avec donc des dossiers partagés, j'imagine. Oui. Surtout, on a vraiment travaillé le fichier client avec toutes les petites notes jusqu'à des petits détails sur la vie des clients. Comme ça, quand on les avait au téléphone, on pouvait les rassurer. On a essayé un temps de mettre quand dans cette espèce de zone tampon, le téléphone sonnait beaucoup, on a essayé de prendre un secrétariat à distance, mais bon, ça marche pas parce que le client, il veut être rassuré, surtout dans les matières en droit de la famille. Vraiment, c'est très important pour eux. Ils vivent des tsunamis et donc ils ont besoin qu'on soit là. Et c'est vrai que d'avoir un avocat au téléphone, ça les rassure. Donc, on a vraiment travaillé ça pour avoir une relation client platine, pour quitte à faire patienter. Mais au moins toujours avoir le petit mot qu'il faut, le suivi du dossier, vraiment avoir une ligne sur toutes les actions qui ont été faites et rassurer les clients. Et en fait, ça s'est très très bien passé, déjà parce que j'ai une associée qui est en or et qui a toujours répondu à tout le temps, même en congé maternité. Enfin, elle nous a jamais vraiment quittés. Mais voilà, c'est vrai que toute cette organisation-là nous a permis de pouvoir faire patienter. De la libérer au maximum. Oui. Et après, on s'est aussi beaucoup aidé de plein d'amis. Forcément, il y a quand même une entraide. Le barreau de Marseille, c'est grand et c'est petit, donc on se connaît tous. Et c'est vrai que il y a toujours un élan de solidarité qui se fait. Et toutes les audiences, etc., ont pu être assurées par... Vous êtes appuyé sur un réseau de confrères et de consoeurs qui vous ont... vraiment. Ouais. Et on les remercie beaucoup parce que c'est vrai que... à la charge de revanche, évidemment, mais c'est vrai que... Et en fait, ça s'est bien passé. Oui. Ça s'est très bien passé. Et donc là, elles sont rentrées toutes les deux de leur congé respectif. Et donc, quand tu dis, on a eu cette discussion autour de comment elles se réorganisent, la question du temps, on veut qu'elles puissent traverser cette phase qui est pas forcément évidente dans de bonnes conditions. Ça veut dire quoi concrètement? Après, c'est plutôt venu d'elles, c'est-à-dire que on a senti que c'était compliqué. C'est compliqué de reprendre le travail avec un enfant qui dort pas.
même pour mon associé, hein, c'est sûr que c'est pas évident. Voilà, c'est tout ce chamboulement. Donc, on a essayé de voir avec elle comment est-ce qu'elle pouvait faire par rapport à son agenda, peut-être un 3/4 temps. On a discuté aussi augmentation, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'elle est avec nous aussi. Et surtout, lui dire que, oui, bienvenue dans ce monde impitoyable envers les femmes et les mamans, mais ça va bien se passer, on en est la preuve même, et rassurer sur le fait que on n'est peut-être pas parfaite, mais on est là, on comprend, et peut-être que oui, prendre le mercredi, se reposer aussi, voilà, et surtout de dire que ce que peut-être moi j'avais pas compris ou qu'on m'a pas assez bien expliqué, c'est que ça peut être temporaire. C'est le temps que la situation elle est comme ça, donc peut-être que voilà, il faut un 3/4 temps, peut-être qu'il faut s'organiser autrement, et peut-être que dans 6 mois ce sera autre chose, et c'est possible. Il faut juste le demander et le dire, voilà. Oui. Et de rappeler aussi que, parce que quand on est dans un cabinet d'avocat, enfin voilà, ça va vite, tout va vite, les clients veulent aller vite, on a la pression, on n'a pas de temps, et c'est vrai que parfois on n'a pas le temps de se poser sur des choses, on se voit tous les jours mais on va pas au fond, et c'est important, pourtant c'est important de s'arrêter et de faire un point, et là elle nous a permis aussi de faire un point et de bien redire que quand on a envie ou quand on a besoin, on est là et on est passé par là, et voilà, et on va adapter la situation en fonction. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, toujours autour de cette question du temps, du fait qu'un aménagement, c'est un aménagement à un moment donné. Exactement. Pour répondre à un besoin qui peut, qui est peut-être circonscrit. Et que c'est pas parce que elle diminue son temps de travail aujourd'hui que c'est une diminution à vie de son temps de travail, ou que c'est un désinvestissement qui pourrait, j'imagine, être vu par certaines comme une pente glissante vers mais demain je serai femme au foyer, et tu vois, je vois très bien, je pourrais tout à fait rentrer dans ces logiques-là, et que voilà, que là c'est un temps, et puis peut-être que dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, on aura une nouvelle discussion et ce sera un nouvel aménagement, et que ça peut se penser comme ça, quoi. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ça, mais je pense que oui, parce que je l'ai répété plusieurs fois. Mais c'est que oui, voilà, c'est ça. Et ne pas hésiter à nous dire, voilà, en fait, maintenant, ça va pas, je veux autre chose. Pas hésiter et même à la rigueur, je pense que c'est important aussi en tant que collaborateur de venir et de dire, je veux autre chose. On peut pas en vouloir, c'est normal. Nous-mêmes, on passe par tellement d'étapes que voilà. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment aussi lors de cette rentrée bien dire que on est là et on peut tout entendre, en fait. Voilà, et que il faut pas garder à l'intérieur, parce que pourtant avec Adeline, on pense être des collaborantes cool, c'est-à-dire ouvertes, à l'écoute. À l'écoute. Mais c'est vrai que parfois, suivant les personnalités, c'est peut-être parfois plus difficile pour certaines personnes de venir dire, faut un peu sortir les verres du nez. C'est pas évident. On n'apprend pas ça à la fac. Non. Le management, c'est un métier à part entière, quoi. Complètement. Ouais. Mon amoureux que tu as donc croisé, qui travaille dans une salle à côté, il manage 10 personnes, et c'est sûr que c'est un travail, son travail, c'est d'aller tirer les verres du nez, d'écouter, d'aménager. Il y a des vrais rôles de manager. Dans la profession d'avocat, il y en a assez peu, quoi. Non, c'est vrai. Donc forcément, à mesure qu'une structure grandit, c'est une logique qu'il y ait aussi des rôles qui soient complètement dédiés, mais c'est pas 10 minutes dans ta semaine, tu vois. C'est genre, c'est vrai que c'est du temps pour qu'il puisse y avoir cet espace où les informations, elles remontent.
puisse y avoir ce réaménagement et tout. Oui, ça a été vraiment un point d'étape, je pense aussi dans notre cabinet, parce qu'on n'avait jamais été encore pour l'instant confronté à de réelles difficultés, de relations collaborateurs-collaborants. Et puis, ce qui est difficile aussi, c'est parce que quand forcément on va tirer les verres du nez de quelqu'un, il faut s'attendre à s'en prendre aussi quelques petites réflexions. C'est logique. Parce que alors on le sait qu'on n'est pas parfait, on essaye vraiment de faire au mieux, mais c'est sûr qu'on peut pas et que donc oui, ça fait aussi une petite claque de se dire je vais réfléchir aussi sur comment je peux comment faire en sorte que passer cette étape-là. Et c'est vrai que on a discuté avec mon associé de se dire peut-être en discuter avec quelqu'un dont c'est le métier, oui, justement. C'est pas pour commettre d'erreurs, mais pour que ce soit encore plus fluide, quoi. Et donc vous vous faites accompagner vous êtes en discussion autour de ça? Oui, on est en discussion. Oui, il faut que on est en discussion. Mais je pense qu'on va le faire. Là, la rentrée a été compliquée, mais le mois de septembre, c'est toujours un. Ouais, le mois de septembre, c'est un peu compliqué, mais à horizon octobre, novembre, oui, on va vraiment réfléchir à faire quelque chose. Je pense que on se dit aussi, mais on a un petit cabinet, etc. Mais en fait, non. À partir du moment où il y a de la relation humaine, on doit se faire accompagner, même si c'est pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un à temps plein avec vous, voilà. Mais c'est des points. Quelques points. Je pense qu'on a toujours besoin. Comme quand je me suis séparée, je suis allée voir une psychiatre. Enfin, je regrette pas du tout parce que ça replace des choses et puis ça permet de comprendre aussi comment nous on fonctionne. Et ça, l'introspection, oui, on peut le faire seul, oui, on peut essayer de trouver, mais pour moi, on va mettre du mastic et on va pas réparer en profondeur parce que ça peut aller vite dans les relations humaines. Il peut vite y avoir des grains de sable qui se mettent au mauvais endroit et ça oui, ça va très vite. Oui. Et ça, nous, on veut pas parce que nos collaborateurs, enfin nos collaboratrices pour le coup, on les a depuis longtemps, on les a formées. On a envie de grandir quand même encore avec elles. Après, si elles veulent prendre leur envol, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il nous paraissait encore un peu tôt pour partir. On trouvait que les petits oisillons ne pouvaient pas encore partir du nid comme ça. En tout cas, pas à une période aussi charnière que ça. Donc, ça peut aller vite, oui. Tu disais que votre élève avocate, que vous voulez la garder et que c'est pas sûr, que vous espérez, c'est parce qu'elle veut s'installer, elle veut, tu vois, qu'est-ce qui ressort de cette incertitude justement sur la collaboration pour la suite? Elle est très secrète et très réservée. Je pense qu'elle était stressée par le CAPA parce que les dates, elle a terminé en fait en août pour avoir son nombre de semaines et je crois qu'elle enchaînait directement avec le CAPA. Donc je pense qu'elle n'a pas eu le temps de se poser déjà. Ouais. Voilà. Et après, on est un cabinet aussi. On fait plein de choses. On est très actifs sur Instagram. On essaye de faire beaucoup de choses, etc. Et peut-être que c'est quelque chose qui lui convient pas. Enfin, je sais pas Vous en vraiment. avez pas discuté, hein. On n'en a pas vraiment discuté mais ce qui est sûr, c'est que c'était une fille très bien, même si elle va pas chez nous. C'était vraiment quelqu'un de très, avec des belles valeurs. Donc voilà. Ok. Oui. Je vous souhaite qu'elle vous rejoigne et sinon qu'elle trouve un endroit, qu'elle trouve son bon mode de fonctionnement pour elle. Et donc, après cette collaboration qui avait vocation à être temporaire, quand tu as quitté Cadji et tu as commencé à développer ta clientèle personnelle, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es installée à ce moment-là? Oui. Ouais. Je me suis installée. C'est à ce moment-là qu'est née Constance Avocat ou... Non, pas tout à fait. Je me suis installée.
je suis d'abord restée dans les locaux de mon amie collaborante quelques mois. Mais j'avais quelques dossiers en droit de la famille. Et j'ai rencontré Adeline à une soirée. On avait un ami en commun. Et je dis, tu fais du JAF? Tiens, justement, j'en ai 2. Mais moi, je sais pas faire, prends-les. On en a fait quelques-uns comme ça. Et puis, on s'est revus, voilà, à l'occasion d'un dossier. Et elle aussi elle était encore en collaboration. Et elle m'a dit, je pense à m'installer. Et je lui dis, viens, on a travaillé plusieurs fois ensemble, ça se passe bien. Viens, on essaie de trouver un petit local. Et au départ, on n'avait pas forcément parlé d'association, mais juste d'association de moyens sur un local. Et elle a dit oui, ce serait super. Et puis en fait, au fur et à mesure des discussions, je sais pas comment on en est arrivé là, mais on en est arrivé à on s'associe. C'est marrant parce qu'en plus, vous avez 2 activités qui sont très distinctes. Oui. Toi, tu fais du droit des affaires et elle fait plus du droit de la famille et du judiciaire. Vous vous êtes quand même constitués sous un même nom de marque. Donc, je veux dire, finalement, alors il y a plein de noms de marques sous lesquels se cachent des harpies et des CM avec une intégration qui n'est pas forcément au rendez-vous. Mais en tout cas... de l'extérieur, il y a vraiment cette impression que c'est pas des sous-cabinets dans un cabinet, tu vois. Non. Oui. Mais c'est une perception de l'extérieur et en tout cas c'est ma perception de l'extérieur. Donc je trouve ça intéressant ce que tu dis de cette rencontre et puis finalement on prend tes locaux et puis ça devient une association avec une image de marque, une image d'équipe qui est très soudée quoi de l'extérieur. Oui, c'est vrai, je me suis pas associée pour des considérations de matière, mais je me suis associée en fonction d'une personne. C'est Adeline. Enfin, ça matchait bien entre nous. On était justement à un moment de notre vie où ça, on était compatibles puisque elle avait une petite fille et puis moi j'avais un petit garçon. Donc déjà, je me suis dit, il y en a pas une qui va rester à travailler jusqu'à 23h pendant que l'autre doit aller chercher l'enfant à l'école. Enfin bref, déjà, je trouvais que sur le terme d'horaire, je m'étais dit que ça serait bien. Et après, vraiment, c'est humainement, on s'est vraiment associés. C'est l'humain qui a primé. Voilà, c'est ça, plus qu'une considération de matière. Et au final, je trouve ça. J'aurais trouvé ça idiot de trouver une associée qui fait que du droit des affaires aussi, parce que je fais du droit des affaires. Quand on est associé, on partage un compte bancaire et donc, au final, il faut quand même bien s'entendre avec la personne. Donc, quand on part de zéro, en tout cas, quand on crée quelque chose. Il faut quand même bien s'entendre, parce que c'est comme un couple, sauf qu'on se réconcilie pas sur l'oreiller. Donc vraiment, il faut vraiment bien s'entendre. Et effectivement, Constance Avocat, nous, on est en harpie, mais on n'a qu'une structure. On est en harpie, il n'y a pas de moyens, etc. Harpie, c'est elle qui facture. On est à 50-50. Et vraiment, on est dans le même bateau. Vraiment. Parce que on a parlé tout à l'heure des moments où, par exemple, elle a eu sa grossesse, etc. Bon, même si elle a assuré, vraiment. Et moi, j'ai eu des moments, par exemple, où j'ai dû me consacrer beaucoup à la campagne de Jean-Raphaël, mon compagnon. Ça a pris beaucoup de temps aussi. Donc, en fait, je regrette absolument pas ce choix. Et plus on avance, déjà, quand on s'installe, il y a vraiment cet appel d'air, cet élan, peu importe avec qui on s'associe. Finalement, déjà, je pense qu'on se sent plus forte. Et je pense qu'on se sent plus forte de communiquer sur quelque chose pour dire on est ensemble. Ça permet d'attirer les clients comme ça. J'allais te demander justement comment est-ce que toi, tu avais développé ta clientèle en droit des affaires ? Au départ, quand je suis arrivée à Marseille, je me suis inscrite à la commission économie et entreprise, où j'ai rencontré Marie-Caroline Bernard, d'ailleurs, qui est une amie très chère, et c'est elle qui m'a dit tu devrais t'inscrire pour faire les permanences. Donc, les permanences, chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers de l'artisanat,
Il y a aussi des permanences à Initiative Marseille Métropole. C'est un organisme qui accorde des prêts à taux zéro aux créateurs d'entreprises. Donc, j'ai commencé à faire quelques permanences où parfois on fait chou blanc, mais on participe à l'œuvre d'un futur entrepreneur. Exactement. Ou d'un entrepreneur. Voilà, et puis ça forme aussi. Et j'ai récupéré quelques clients. Et après, ça c'était avant de m'associer avec Adeline, quand vraiment je me suis installée. Après, j'ai fait aussi une formation pour réfléchir à comment développer. Ouais. Moi, je viens pas de Marseille, j'ai pas été à l'école à Marseille, j'ai pas de réseau à Marseille, et j'avais quelques clients dans les Alpes de Haute-Provence, mais enfin bon, c'est pas non plus c'était pas un gros réseau. Donc cette formation, il en est ressorti que j'ai fait mon site internet, j'ai vraiment appris à développer sur la toile, à bien communiquer. Et au final, les permanences plus mon site internet, j'ai eu assez rapidement pas mal de clients, de dossiers. Et quand un client est content, on est recommandé. Et donc les clients, ça fait des petits. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Ton site internet, tu l'as, parce que il y a faire un site internet et puis il y a faire un site internet qui attire du trafic et qui. Est-ce que tu avais fait un peu d'ads, du Google Ads, non. Pas du tout. Non. Que du référencement naturel. Du référencement naturel, donc un gros travail de SEO. Oui, avec beaucoup d'articles. Ouais. J'avais le temps, j'avais pas beaucoup de clients. Donc, j'avais vraiment fait un travail, de référencement naturel. Donc, j'ai été aidée. Tu t'es fait aider par une ou un rédacteur web? En fait, pas vraiment, parce que ça date, de 2016. Il y en avait moins qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est Alexis Desbordes, je sais pas si voilà. Qui a travaillé aussi avec Delphine Galin. Exactement. Et donc en fait, c'était Alexis et le cabinet 1134 à l'époque qui avaient organisé une formation sur justement comment développer. Et ils avaient voulu monter la formation à Marseille. Il me semble que, je ne sais pas si elle s'est tenue à Marseille, parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Et non, mais moi, je m'étais inscrite, j'avais mis de l'argent de côté, parce que c'était pas donné, je me rappelle. J'avais été à la présentation, etc. Et il y avait Alexis qui était là. Et donc, il m'a dit, la formation pourra pas se tenir. Et je lui dis, non, mais est-ce que tu pourrais pas m'aider quand même? Et il m'a dit, si, je peux faire une formation avec toi. Donc, il m'a fait la formation vraiment pour essayer de construire mes valeurs. C'est important. Enfin, construire. Je les avais, mes valeurs. Les poser sur le papier. Voilà, les poser sur le papier, organiser là où je voulais aller. Puis par la suite, donc on a construit ce site internet autour de ça. Il m'a fait plusieurs audits justement sur des mots-clés, le référencement. J'ai lu quelques articles de blog sur comment rédiger sur internet, et il m'a coaché pour 1 ou 2 après, et après c'est comme ça que j'en ai fait. J'ai fait énormément d'articles. Ouais. Moi, mes clients en développement de clientèle, effectivement, et notamment ceux qui se lancent, je leur dis, au début, vous n'avez pas beaucoup de clients, et c'est normal, vous démarrez votre activité. Normal. Du coup, la part à dédier à la communication, au marketing, à tout ce qui va faire venir vos clients, c'est normal qu'elle soit importante. Puis au fur et à mesure, la vapeur va s'inverser. Il faudra toujours garder un temps dédié à ce qui vous permet d'avoir des clients demain. Mais oui, c'est sûr que c'est normal d'utiliser ce temps-là pour écrire beaucoup d'articles, pour être présent sur les réseaux, pour aller rencontrer des gens, prendre beaucoup de petit-déj et de café et de déjeuner. Et voilà, c'est un temps normal, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose je pense que peut-être que les jeunes sont de plus en plus à l'aise avec ça, mais c'est vrai que quand on sort
de l'école, non, c'est pas très... Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école d'avocat, la loi n'était pas passée, on pouvait pas encore faire la publicité comme on faisait aujourd'hui. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et puis, les mentalités aussi de ce qu'on nous a enseigné à l'école d'avocat, c'était pas du tout dans cette mouvance-là, rien à voir. On était à des années-lumière. Pourtant, je me considère pas vieille, mais c'est déjà... c'est pas... Et puis c'est pas inné, c'est pas notre job. Alors même si je me suis éclatée à le faire, mais heureusement qu'il m'a donné cette feuille de route. Donc je pense qu'il faut exactement, c'est ça. C'est qu'au départ on n'a pas beaucoup de clients, mais on a du temps à consacrer pour construire ça. Et je pense que c'est important, et c'est important d'être accompagné, pas perdre justement, pour utiliser ce temps vraiment à profit, quoi. Ouais, bah c'est aussi le retour de mes clients, quoi. Ils sont contents d'avoir profité de ce moment-là pour se faire accompagner et gagner du temps sur le reste, en fait, d'avoir des bons réflexes assez rapidement. Et donc, tu dis que ce travail de référencement a bien payé et que, en fait, ton site internet t'a ramené assez rapidement des clients, et que ensuite les clients contents ramènent d'autres clients et ça tourne. Oui. Aujourd'hui, ta clientèle... Alors, tu as aussi parlé d'Instagram et que vous étiez assez présente sur Instagram. Oui. Donc ça, c'est venu dans un second temps. Et tout de suite, quand on s'est associé en 2018 avec Adeline, on voulait donc refondre le site internet. Donc on a celui que j'avais a été fusionné, parce que forcément pour garder le bénéfice de tout ce travail, avec celui de Constance Avocat. Donc, on a vraiment travaillé pendant longtemps sur le site internet, et il faut toujours écouter les stagiaires. Et je me rappelle, il y a une petite stagiaire, on avait fini notre stage, c'est une stagiaire 3e, je crois, et une stagiaire aussi qui était en licence. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas sur Instagram, c'est pas normal. Je me dis, Instagram, c'est quoi? J'ai dit, moi, je connais, mais j'y allais pas vraiment. J'étais encore old school Facebook. Mais c'est vrai. Et maintenant, t'es old school parce que t'es pas sur TikTok. Alors si, on est sur TikTok. Non, c'est bon, maintenant j'ai compris. J'ai compris. Mais donc il y a cette petite stagiaire, ces 2 stagiaires plus ma belle-fille, parce que la fille de Jean-Raphaël, maintenant elle a 18 ans, mais avant, elle était tout le temps sur Instagram. Je fais, mais oui, en fait, c'est vrai. Et je me rappelle donc Marie-Lou qui me dit, non, mais Facebook, c'est dépassé, c'est pas assez actif. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais effectivement, après, quand j'ai commencé un peu à m'y mettre sur Instagram, donc au départ, c'est la stagiaire de 3e et de licence qui ont commencé à poster des petites photos de nous. Et après, on a vu qu'on avait quand même quelques abonnés, des gens qu'on connaissait pas. On dit, mais il y a des gens, notre vie intéresse. Oui, voilà. Je dis, ah oui, alors c'est parti. Mais on savait pas trop comment faire. Enfin, voilà, on avait peur. Au départ, on a un peu bidouillé. Et on a demandé à une community manager de nous aider. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas notre job. Donc on veut que ça reste nous. Donc nous faisons les stories et elle nous aiguille pour les posts, les réels. Mais j'aime beaucoup parce que elle nous laisse nous exprimer. Oui. Ouais. Donc ça reste nous, mais elle nous encadre en fait pour nous dire voilà, il faut prendre cette direction et après vous le faites comme vous êtes. Ouais. C'est la meilleure manière de faire, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donne des lignes directrices, qui vous aide à définir une ligne éditoriale, les types de formats qui vont fonctionner, à prendre du recul sur tout ça. Mais quand même que ce soit pas trop formaté, histoire que histoire que votre personnalité et la personnalité de Constance Avocat puisse ressortir, quoi. Oui, ça reste nous. Et surtout, quelque chose, c'est quand on n'a rien à dire, on publie pas. Voilà. Enfin, je veux dire, on fait pas du contenu pour faire du contenu. Parfois, il va se passer quelque chose au cabinet, donc du coup, ça va nous faire plaisir de le mettre. Et parfois, on arrive quand t'as rien à dire, tu te tais. Oui. Voilà. Parce que non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que parfois, on nous dit oui, il faudrait poster tout le temps pour gagner. Voilà. Oui, là, déjà, on n'a pas le temps, déjà. Et puis. Tout n'est pas intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est le bon. Il faut trouver le bon équilibre entre j'ai rien à dire d'intéressant, et du coup, je n'ai jamais rien à dire d'intéressant et en fait, finalement, juste je communique pas.
versus cette espèce de pression à communiquer tout le temps sur tout, et le moindre truc devient un objet de communication. Et j'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps pour dire c'est aussi bien de rappeler qu'on peut communiquer juste en partageant des choses d'expertise, que toute chose dans la vie n'est pas forcément ce que j'ai mangé, la pensée que j'ai eue en mangeant mon yaourt ce matin au petit-déj n'a pas forcément vocation, peut-être qu'elle a vocation qu'elle mérite d'être publiée, mais peut-être pas, et c'est bien aussi. Oui, parce qu'au final, moi, c'est mon ressenti, mais parfois je regarde des stories, je me dis mais on s'en fout en fait. Donc j'ai pas envie de tomber dans parce que parfois je me dis mais est-ce que ça c'est fait pour vendre quelque chose? Ben oui, c'est fait pour vendre ça. Moi, je suis pas présentatrice du téléachat. Donc non. Ouais. Voilà, Instagram, c'est un bon outil pour rendre accessible et puis s'amuser, parce qu'en fait, on s'amuse quand on fait ça. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de moments où, quand on est avocat, on s'amuse. C'est quand même assez sérieux. Donc, c'est des moments où on rigole, où on a un groupe WhatsApp avec toutes les filles du cabinet. On dit t'as encore oublié de me faire une photo. T'es allé plaider à Tarascon. Du coup, nous envoie une photo de Tarascon. On fait non, mais c'est quoi cette photo? C'est quoi ce mauvais angle? Bon, du coup, on rigole, en fait, et au final, on n'a jamais posté la photo de Tarascon, mais c'est pas grave. Voilà. Ça permet de rigoler, de passer, de penser à autre chose à un instant dans ces journées bien chargées. Ouais. Ça te ramène des clients, Instagram, ou c'est plus un outil de fidélisation de tes clients, de marque employeur? Quelle est ta perspective là-dessus? Au départ, c'est pas fait pour avoir des clients. C'est juste fait pour s'amuser. Voilà, oui. Ouais. Et puis dans l'aspect, puisqu'avec Adeline, nous, on n'avait pas vraiment de réseau à Marseille. On a toujours beaucoup communiqué. Quand on a créé notre cabinet, on est en vitrine. On n'est pas affilié à personne. On a créé notre propre vitrine. Ça reste très discret, mais ce que tu veux dire, c'est que tu es en rez-de-chaussée et il y a une vitrine comme un magasin. Voilà, mais on n'est pas une boutique. On reste un cabinet. Tu restes un cabinet d'avocat. Bien sûr qu'on va pas trouver des bijoux dans ton... Ni des chaussures. Et on peut pas rentrer comme ça, effectivement. Mais voilà, on a toujours cultivé la relation client, parce que on trouvait que c'était notre plus-value, puisqu'on n'avait pas de réseau, n'étant pas d'ici. Et à Instagram, oui, ça cultive en fait cette marque Constance Avocat, sur l'accessibilité, sur le fait que voilà, on a créé le hashtag avocat pour tous, on a été les premiers à le faire, donc on a continué à créer, etc. C'est exactement ça, c'est voilà, dans l'accessibilité, relation client, et de fil en aiguille, effectivement, il y a quand même des clients qui viennent par ce canal. Et même parfois des gens que je connais par ailleurs. Je connais pas forcément bien, mais que je connais par ailleurs, mais qui m'écrivent en DM sur Instagram. Alors que ils auraient pu m'appeler. Mais le moment où ils ont le déclic, c'est un moment où c'est via Instagram, et Oui, ça déclenche. Et puis ça paraît facile. En fait, ça fait comme si c'était un message, mais c'est pas mon portable. Donc peut-être qu'ils se disent c'est pas intrusif parce que je le lis quand je veux, mais c'est plus personnel quand même qu'un mail. Qu'un email. Ouais. Donc au final, on a quand même les clients, je dirais que c'est 50 judiciaires, droit de la famille, succession Adeline, et 50 droit des affaires. J'ai aidé à une entrepreneuse qui fait des cupcakes vegan. Ça vient d'elle? À Amiens. Non. Ah non, c'est à Amiens. Oui, à Amiens, de se créer. Voilà. Enfin, on se connaissait pas, mais elle m'avait posé des questions pendant le confinement directement sur Instagram. Je lui ai répondu. C'était des petites informations. Des petites informations, mais du coup, elle avait trouvé ça sympathique et justement accessible. Elle a dit non, mais c'est pas grave, c'est à Marseille, mais c'est vous que je veux. Oui. Ok. D'accord. Enfin, voilà, c'est plein de rencontres comme ça. C'est assez impressionnant, je trouve.
Moi, je suis un pur produit des réseaux sociaux. Enfin, je suis mon travail aujourd'hui, Fleur d'avocat et Iris et Thémis sont 2 produits des réseaux sociaux. Et voilà, c'est sûr que les échanges qui naissent juste du fait d'avoir apporté des choses sur une toile virtuelle, sur un espace qui est virtuel, moi, je trouve ça assez fou, en fait. Enfin, quels que soient mes médiums, quoi. Des personnes que j'aurais jamais eu ces échanges si ça n'avait pas été avec la possibilité de dématérialisation d'une présence. Donc ouais, c'est sûr. C'est fou. Hein. Enfin, non, mais c'est vrai. Comme tu dis, cette personne à Amiens, enfin, tu vois, cette entreprise à Amiens qui se crée. Mais en fait, c'est avec toi qu'elle veut travailler parce que tu as eu des échanges. Et ces échanges, c'est parce que d'une certaine manière, elle a eu accès à ton compte. Et donc, c'est chouette. Et après, dans la vie, plus on donne, plus on reçoit. Hein. Donc, en fait, cette accessibilité, le fait de donner des conseils, des petits conseils juridiques qu'on va poster en réel ou en post, ou alors sur des points plus précis en message privé. Au final, c'est du temps qu'on donne, c'est des choses qu'on donne. On les renseigne. Parfois, ça va même assez loin quand même. Et ben, en échange, on a toujours un échange. Plus on donne, plus on reçoit. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment une des valeurs au cabinet. C'est certain. C'est-à-dire que, puis même entre confrères, parce qu'au final, dans notre communauté d'Instagram, on a énormément d'avocats, en fait, quand on regarde. On a beaucoup de confrères et de consoeurs. Et c'est vrai que t'aurais pas un modèle de ça. Ah si, j'ai fait... oui, je dois faire un nantissement de titre, je m'en sors pas. Mais attends, moi, je l'ai fait, j'envoie. Et c'est vrai qu'au final, ces confrères, ils nous envoient des messages via Instagram. Et voilà, et plus on donne... Et plus on reçoit, parce que par exemple, je pense à une consoeur, j'ai donné un modèle d'acte, elle a envoyé une postulation à Marseille. Donc, voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie du réseau qu'on peut se créer sur Instagram. Et après, moi j'ai une grosse, parce que moi j'ai une clientèle aussi beaucoup d'avocats. Et, parce qu'en droit des affaires, je fais beaucoup de structures d'exercice d'avocat. C'est pas forcément quelque chose que je mets tout le temps en avant, mais c'est vrai que je suis à la commission structure d'exercice du barreau de Marseille. Donc à force vraiment d'en faire, je fais beaucoup et je crée des structures d'exercice d'avocat et je fais les conflits entre associés, donc la sortie, le moins drôle. Mais bon, et c'est vrai que Instagram, j'ai plein de confrères qui me posent vraiment régulièrement des questions. Intéressant. Et donc là, ça fait 4 ans, Constance Avocat ? Oui, 2018. 2018, oui. Donc 4 ans. Quel est ton regard sur l'évolution de Constance Avocat au bout de ces 4 ans ? Je suis fière. Je suis très fière. Je suis vraiment fière. Je suis fière de mon associée. Tous les jours, j'ai envie de lui dire à quel point je la remercie d'être là tous les jours. Je suis fière de nos collaboratrices aussi. Quand je viens au cabinet, je suis contente. Je suis vraiment contente. Enfin, c'est sûr, c'est dur. C'est sûr que la relation avec les clients, c'est pas facile. Facturer, c'est pas facile. La pression, elle est pas facile. Rentrer à l'heure pour aller chercher son enfant à l'école, c'est pas facile. Jongler, tout ça. En plus, moi, donc mon compagnon est bâtonnier du barreau de Marseille, donc c'est très lourd, beaucoup de choses. Mais quand j'arrive ici, je suis contente. Vraiment, et je trouve que ça, c'est vraiment. Enfin, je souhaite à tout le monde de se créer cette opportunité-là, de pouvoir arriver au cabinet, de se dire je kiffe ma vie. Vraiment. Voilà. Tu parlais en début d'entretien du fait que ta confiance en toi, elle n'était pas au top quand tu étais plus jeune. Tu as commencé par travailler dans une étude d'huissier avant de te dire, allez, je peux être avocate aussi. Est-ce que au-delà du fait de devenir avocate pour avoir accès à des jobs plus intéressants,
Est-ce que tu t'attendais à devenir chef d'entreprise ? Je sais pas comment expliquer, mais oui, je pense que j'avais ça dans le sang. Après, ça a quand même été long pour arriver à dire je kiffe ma vie. Parce que pendant très longtemps, parce qu'après le manque de confiance, il y a un autre super pouvoir destructeur qui est le syndrome de l'imposteur. Ça, moi, j'ai mis du temps à dépasser ça. Vraiment, je pense que je dirais qu'après 5 ans de pratique professionnelle, je pense que j'ai réussi à le dépasser. Ce qui m'a permis de le dépasser aussi, c'est de faire des gros deals avec des cabinets parisiens où moi, toute petite Constance avocat, j'ai pas plié. J'ai tout déchiré même et les clients ils étaient super contents. Elle est là. Non, vraiment, je revois ce moment où je négocie ce deal sans garantie d'actif et de passif et où le client me fait livrer dans les heures qui suivent une caisse de champagne. Non mais donc ça m'a fait dépasser tout ça. Donc passer tout ça, oui. Après je sais plus quelle était la question. C'était sur si tu t'attendais à devenir chef d'entreprise et tu disais oui. Franchement Oui, je savais que j'allais y arriver. Enfin, une fois que j'ai retrouvé la confiance en moi, etc., et que même si j'avais quand même ce syndrome de l'imposteur, je savais quand même que j'allais y arriver. Voilà, je savais, et puis je me suis dit de toute façon, au pire, je redeviendrai collaboratrice et ce sera toujours de l'expérience gagnée. Mais bon, j'étais sûre au fond de moi, j'en étais certaine. J'en étais tellement certaine que j'ai tout donné pour le devenir, quoi. Ouais. Vraiment. Mais comme tu dis que dès le démarrage, t'as travaillé avec Alexis, tu t'étais inscrite à cette formation qui s'est transformée en un coaching perso et t'as vraiment, tu t'es donné dans ce travail de référencement, ouais, puis voilà, t'as mis moi ce que j'entends c'est que tu t'es beaucoup donné l'opportunité que ça marche. Oui, je suis allée le chercher. T'es allée le chercher, quoi. Je suis allée le chercher, vraiment, je suis allée le chercher. Et avec mon associé, on était allé le chercher. Parce que dans une ville de province, c'est pas toujours évident de faire sa place. Parce qu'il y a des cabinets qui sont en place depuis des générations. Voilà, puis il y en a qui sont là depuis toujours. Donc c'est sûr que le réseau, c'est pas le même que quand on vient de nulle part, entre guillemets, de l'extérieur. De l'extérieur, voilà. Je viens pas de nulle part, mais de l'extérieur. Et donc, il faut aller le chercher. Mais c'est pas impossible, et c'est ce que je dis à Anouche tout le temps. Je lui dis, mais non, mais c'est pas, tout est possible et vraiment, il n'y a pas de raison. Quand on veut vraiment les choses, ça peut être plus ou moins long, mais au final, je suis sûre quand même. Quand on sait aussi bien s'entourer, on y arrive. Parce que il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Moi, j'ai pas les mêmes clients que des avocats qui sont là depuis des générations. On n'a pas la même typologie de clientèle. Et il conservera ses clients. Je vais acquérir les miens, mais de toute façon, les miens, ils seraient pas allés voir ce cabinet-là. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et plus on crée quelque chose qui nous ressemble, plus on a les clients qui nous ressemblent. Et donc, puisqu'on est autant d'individualités, il n'y a pas de raison. Enfin, on trouvera toujours... mais c'est sûr que ça ne vient pas tout seul. Non, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu veux pour ton activité demain ? Comment est-ce que tu aimerais voir évoluer ton activité ? Mon activité professionnelle ou mon cabinet ? Plutôt ton activité professionnelle, parce que comme en l'absence de ton associé, comme c'est quand même mais j'imagine que ça s'inscrit dans l'évolution de ton cabinet. Mais en tout cas, toi, à titre personnel, ton activité, ton exercice, comment est-ce que tu aimerais voir évoluer les choses ? Moi, j'aimerais retrouver
une stagiaire que je puisse former et par la suite prendre aussi en élève avocat, puis comme collaboratrice. Comme avec Anouche. Comme avec Anouche, voilà, parce que j'aimerais donner plus de responsabilité aussi à Anouche à ce niveau-là, pour qu'elle aussi elle puisse se dégager plus peut-être de temps pour sortir et faire grandir sa clientèle. Oui, parce que je pars du principe que pour associer quelqu'un, il faut quand même avoir une petite clientèle, pas forcément une grosse clientèle, mais il faut être allé la chercher. Parce que nous, on est allé le chercher. Donc, si je donne les moyens, il faut aller la chercher. Voilà. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être associé, hein, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, si on veut, voilà. Et donc, pour permettre cette opportunité-là à Anouche, j'aimerais bien, voilà, trouver quelqu'un. Mais c'est pas évident de trouver la bonne personne. C'est pas évident. En plus, j'ai l'impression que on vit un peu une crise, pas du collaborateur ou du stagiaire. Enfin, bon, nous, quand on a des stagiaires, on les traite bien et on n'en a pas là d'ailleurs actuellement. On en a que vraiment quand on nous demande et que le CV est bien, mais on va pas aller chercher. Là, je vais la chercher ou le chercher pour que ce soit un accompagnement sur du long terme. Et ça, j'ai l'impression que ça effraie un petit peu quand même. Donc, que les personnes qui sont en M1 ou en M2, et quand tu leur dis, voilà, je cherche un ou une stagiaire pour un premier stage, mais potentiellement, si ça se passe bien, qu'ensuite vous fassiez aussi votre alternance, votre stage final chez nous et que vous nous rejoigniez comme collaborateur. Enfin, vraiment, quand tu présentes cet aspect long terme, là, tu as l'impression que ça effraie, que ça refroidit. Ouais, j'ai l'impression, oui. Alors que moi, je pense que moi, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais oui, banco, mais bon, mais ils ne sont pas moi. Ouais, exactement. J'ai l'impression, oui, que ça effraie. Moi aussi, je pense que ça m'aurait vachement rassurée. Ouais. Mais non, je pense que c'est quelque chose où il faut... Non, c'est... Je sais pas, si tout va plus vite ou si tout doit changer vite ou je suis juste pas encore tombée sur la bonne personne. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Après, il y a aussi beaucoup le complexe de la province quand on fait du droit des affaires. Je vais aller dans un cabinet parisien. Il y a ça aussi. Et je peux pas en vouloir parce que même moi, j'ai voulu passer par Paris. Oui. Donc, je peux pas en vouloir. Mais c'est vrai que, bon, on peut avoir... Parce que moi, je suis en province, je suis à Marseille. On est un petit cabinet. Moi, je ne fais que du droit des affaires. Je fais que du droit des sociétés et un peu de droit des contrats, mais vraiment beaucoup de droit des sociétés. Et pourtant, je suis pas EY, hein. Voilà. Pourtant, je le fais. Donc, c'est possible. Et c'est possible pas que à Paris. C'est aussi possible à Marseille. J'abonde en ton sens. C'est certain que c'est possible d'avoir une activité spécialisée et une activité spécialisée en droit des affaires ailleurs qu'à Paris. Et ça, c'est certain. Il faut que les jeunes aient confiance là-dedans, quoi. Oui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont peur de se dire oui. Après, peut-être il y a aussi le fait qu'on soit petit cabinet. C'est pas pareil que c'est pas une grosse ouais, mais alors après, tu vois, là-dessus, quand j'avais donné des cours à l'école des avocats de Poitiers, ils avaient été... il y en avait quand même un certain nombre qui disaient qu'ils voulaient pas aller à Paris, quoi. Ouais. Ils étaient pas à l'école des avocats de Poitiers pour rien. Il y en avait quelques-uns qui avaient pour projet de s'intéresser à Paris, au moins de façon temporaire à un moment dans leur carrière, en début. Mais c'était vraiment pas la majorité. Et la majorité, ils étaient plutôt dans une dynamique non, la vie parisienne les attirait pas du tout. Et ouais, donc j'en ferai pas, tu vois. Mais non, voilà, il faut aussi reconnaître que je sais pas, ça c'est une des pistes. Hein. Je ne sais pas si c'est. Tu me diras. Je sais pas, voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense et j'espère maintenant avoir une réputation, une bonne réputation, je pense, en tout cas à Marseille. Je veux dire, les confrères, ils savent très bien que je suis sérieuse et que donc une expérience chez moi, je pense que c'est
ça ne dessert pas et ça vaut une autre expérience. J'en suis aujourd'hui, j'en suis convaincue. Oui, vraiment. Je sais pas. D'accord. On verra. Donc en tout cas, le challenge là, c'est de faire grandir ton activité et notamment en intégrant quelqu'un qui puisse te permettre de faire monter à Anouche en compétences encore pour potentiellement une association et structurer les choses comme ça, quoi. Exactement. Oui, je pense que oui, à plusieurs, on va plus loin. Donc, voilà. Bon, c'est comme ça qu'on. Mais ça vaut aussi pour mon associé. Elle est d'accord avec ça aussi. Enfin, on est en phase là-dessus. Oui, oui. Quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie, j'en ai plein. Entre midi et 2, je suis allée recouper ma frange. C'était super. C'est bien, tu ne l'as pas fait toute seule. Ouais, non. J'avais les cheveux dans les yeux. Ma dernière joie, sinon, je sais pas, parce qu'en fait, j'en ai tout le temps. Quand je suis allée acheter la petite boule, j'étais trop contente. En fait, je sais pas, c'est peut-être un peu gnangnan ce que je dis, je sais pas, mais il y a plein de petites joies tout le temps. Ça me semble très bien comme réponse. En fait, voilà. La frange et la boule de Exactement. la bonne mère, la boule de neige de la bonne mère, ça me semble très bien. Voilà, mon fils qui me fait un bisou ce matin. Bisous maman à ce soir. Voilà. Mon chéri qui m'envoie mon amour bisous à 11h30. Et tout ça, c'est une multitude de petites joies. Et voilà. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Sous ma robe d'avocat ? Bah, c'est toi qui choisis. C'est ton choix. J'espère porter beaucoup d'empathie, d'écoute, d'amour et de patience. Mais aussi, j'espère porter beaucoup de force et de la constance. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!